Dans cette vidéo, nous vous présentons 3 enjeux clés relatifs aux étiquettes et aux frontières dans les contextes migratoires. Premièrement, les définitions ont une signification juridique et pratique. Deuxièmement, les mots sont importants. Et troisièmement, les frontières sont socialement construites mais ont des conséquences réelles sur la migration. Commençons par les définitions. En matière de migration forcée, vous trouverez de nombreuses définitions dans les conventions internationales, le droit national, les politiques et les programmes. Ces définitions peuvent être arbitraires ou problématiques, mais elles ont une signification juridique et pratique importante. Prenez par exemple la définition de ce qu'est un réfugié. Dans la Convention des Nations unies de 1951, le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Ainsi, dans cette définition, nous devons noter 2 critères importants. Premièrement, la personne doit traverser une frontière internationale. Si elle reste dans son propre pays, elle est considérée comme une personne déplacée interne. Deuxièmement, la personne doit craindre d'être persécutée pour l'une des raisons énumérées. Notez, par exemple, que le déplacement environnemental ne figure pas dans la liste des raisons pour obtenir le statut de réfugié. Le statut de réfugié accorde d'importantes protections juridiques. La façon dont un réfugié est défini dans le droit international et national est donc importante. Ce n'est qu'un exemple de l'importance de définition dans la migration forcée. Passons maintenant au deuxième point de cette vidéo. Les mots ont aussi leur importance. La façon dont nous étiquetons et encadrons un sujet a des répercussions sur la façon dont nous réfléchissons et nous nous engageons sur cette question. Par exemple, certaines personnes peuvent être forcées d'entrer dans un pays d'asile sans les documents appropriés ou en utilisant des voies non officielles. En vertu de l'entente sur le tiers pays sûr entre le Canada et les États-Unis, à quelques exceptions près, les demandeurs d'asile doivent demander l'asile dans le premier pays où ils arrivent. Ainsi, si un demandeur d'asile tente de passer des États-Unis au Canada par un poste frontalier officiel, il sera renvoyé aux États-Unis. S'il veut faire sa demande au Canada, il est obligé de passer par un poste non officiel comme celui de Roxham Road. Ce faisant, ils enfreignent techniquement le droit administratif, mais il ne s'agit pas d'une infraction pénale. De plus, en vertu du droit international et du droit canadien, un réfugié ne peut être pénalisé pour avoir utilisé des routes ou des documents irréguliers. C'est pourquoi la plupart des défenseurs préfèrent parler de migration irrégulière ou de traversée irrégulière. Cela met l'accent sur l'acte, migration ou traversée, et non sur la personne. De plus, cela souligne la nature administrative de la question. En revanche, qualifier ce demandeur de réfugiés de migrants illégaux est problématique car cela implique la criminalité. Elle porte également préjudice aux personnes concernées au lieu d'essayer de comprendre les phénomènes. Il est donc important de bien réfléchir aux mots que nous utilisons et à leurs connotations. Il est également important d'être précis dans notre langage et de choisir les termes intentionnellement, en pleine connaissance de leurs conséquences juridiques et pratiques. Nous devons également être conscients des définitions techniques et juridiques, comme mentionné dans le premier point. Passons maintenant au troisième point, les frontières, qu'elles soient géopolitiques, sociales ou juridiques, exclues et incluses à la fois. Si nous considérons les frontières entre les pays comme allant de soi, elles sont en réalité construites historiquement et socialement. Beaucoup ont été créées par des processus de colonisation, de violence, de dépossession et de déplacement.
Cependant, même si les frontières sont socialement construites, elles n'en ont pas moins une signification réelle pour la vie quotidienne des gens, leurs moyens de subsistance et leur identité. Le système international actuel est fondé sur les frontières politiques et juridiques des États souverains. Cela a des conséquences pratiques pour les personnes qui vivent à l'intérieur de ces États et entre eux. Par exemple, le territoire Mohawk d'Akwesasne existait avant la création de ce que nous appelons aujourd'hui le Canada et les États-Unis. Mais les Autochtones qui vivent sur leurs terres ancestrales doivent désormais faire face à de multiples frontières au quotidien, car leur territoire est désormais divisé entre deux provinces canadiennes, Ontario et Québec, et un État américain, New York. Cela signifie qu'ils doivent traverser une frontière internationale pour accéder aux services de santé. Cet exemple montre à la fois le caractère arbitraire des frontières, mais aussi leur signification pratique et juridique. Donc, pour résumer, lorsque nous réfléchissons à la migration forcée, nous devons comprendre les définitions. Nous devons être prudents et intentionnels quant au langage et aux étiquettes que nous utilisons. Et nous devons être conscients du caractère arbitraire, mais aussi des réalités pratiques des frontières.